quand je vois ce qui se passe là-bas et par rapport au silence, plus ou moins organisé quand même et plus ou moins grand, je me dis non, je peux pas, j'ai pas fait ce métier pour me taire. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes géopolitologue, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous avez écrit plus de 80 livres, dont la plupart font l'objet de rééditions régulières et de traductions multiples. Vous avez écrit 2 livres aux éditions Macmillan, Les pompiers pyromanes en 2015 et Antisémites en 2018. Dans ce nouveau livre, Permis de tuer, vous analysez le conflit entre Israël et la Palestine depuis le 7 octobre, et en particulier les motifs et les conséquences de la négation du risque génocidaire. Vous dites « Nous sommes face à une faillite morale ». Expliquez-nous. Oui, bonjour Jean-Charles. Effectivement, j'ai écrit beaucoup de livres et j'ai fait des livres. Je fais en fait 2 types de livres. Des livres pédagogiques qui sont, je dirais, neutres, dans lesquels je prends pas position. Je raconte les faits et là, je prends position. C'est un essai. Donc, je prends position. Et effectivement, bon, j'aurais pu hésiter avant de le faire parce que je sais très bien que je vais prendre une shitstorm, que je vais voir les attaques, tous azimuts. Je suis habitué à ça depuis 25 ans maintenant. Dès que tu parles du conflit israélo-palestinien en étant critique du gouvernement israélien, tu te prends des flopées d'attaques personnelles. On parle pas tellement des arguments. On t'attaque sur la personne. Bon, en tous les cas, mais très franchement, quand je vois ce qui se passe là-bas et par rapport au silence, plus ou moins organisé quand même et plus ou moins grand, je me dis non, je peux pas, j'ai pas fait ce métier pour me taire. Donc oui, effectivement, j'ai écrit ce livre et merci de m'accueillir dans ta maison d'édition parce que je suis pas sûr que d'autres l'auraient fait. Et je prends parti en disant au départ qu'il y a un risque génocidaire et plus le risque existe, en fait, plus ça se perd. En fait, il se passe des choses qui sont humainement, c'est même pas une affaire de juifs, de musulmans, c'est une affaire humaine. Il se passe des choses qui sont inacceptables. Et je suis d'autant plus marqué par l'hypocrisie des mêmes qui viennent en disant c'est horrible ce qui se passe en Ukraine et qui disent non, c'est bien ce qui se passe à Gaza, il faut le faire. Voilà, il y a aussi une insulte, il y a une double insulte. Une insulte à l'humanité et une insulte à l'intelligence pour avancer les arguments qui ne tiennent pas la route. Donc voilà, j'ai fait ce livre. Merci de m'avoir accueilli dans ta maison. Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme. Pourquoi négationnisme? Parce qu'il y a des fois des arguments en disant oui, les supporters d'Israël en France sont des génocidaires. Non, ils n'ont pas du sang sur les mains. On ne peut pas dire que ceux qui soutiennent Israël sont génocidaires. Par contre, ils sont négationnistes parce qu'ils nient ce qui se passe. Est-ce qu'il y a ou non génocide? On verra plus tard. La justice rendra son verdict. Mais il y a un risque génocidaire qui est quand même très argumenté. Et en tous les cas, on voit que déjà quand même la Cour internationale de justice a demandé à Israël de prendre des mesures pour éviter un génocide que Israël n'a pas prise. Donc il y a au moins un risque génocidaire. Et je rappelle tout simplement que la Convention de 1948 sur l'interdiction du génocide est aussi une convention sur la prévention du génocide. Donc, s'il y a un risque, il faut agir et nous ne faisons rien. Et ce que je dis dans ce livre, qui me paraît assez documenté, j'attends des critiques, mais en fait, je veux bien des critiques argumentées et je défie tous ceux qui vont m'attaquer de débattre avec moi. Parce que je sais très bien, je connais à peu près les acteurs depuis le temps, je sais très bien que tous ceux vont développer des argumentaires en dessous de la ceinture. Tous ceux qui veulent débattre avec moi, allez-y. Mais je suis à peu près persuadé que la plupart fuiront ce débat. Et en tous les cas, oui, il y a un négationnisme par rapport à ce qui se passe, par rapport au risque génocidaire en cours à Gaza. Alors effectivement, ce que vous dites, c'est que le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle demande à Israël de respecter ses obligations envers les Palestiniens et explique qu'il y a un risque plausible de génocide. Le 20 mai 2024, le procureur de la CPI, Karine Khan, délivre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland, alors ministre de la Défense en Israël, tous 2 suspectés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la grande majorité des politiques et des journalistes en France vont crier au scandale par rapport à ces événements. Oui, c'est un peu, en fait, on est pour la justice, sauf si elle s'attaque à vos intérêts, quoi. C'est vraiment, et alors que on est sans cesse en parlant des valeurs, le droit international peut paraître une valeur. Le respect du droit international, le respect du droit de la guerre. Eh bien, en fait, du fait qu'on attaque un premier ministre israélien, tout d'un coup, tout disparaît.
ce n'est plus possible et c'est la justice qui est mise en cause. On a aussi d'ailleurs un peu connu ça au niveau interne. Hein. Par rapport à la justice, on demande plus de fermeté, mais quand elle s'applique aux puissants, on dit non, c'est pas possible. Et donc là, on a bien vu, parce que jusqu'ici, la Cour pénale internationale s'était surtout occupée de chefs d'État ou de responsables africains. Et alors là, ça allait très bien, tout le monde était d'accord. Et tout d'un coup, on dit, bon, en fait, on juge les faits. On juge les faits. Et donc, est-ce qu'il y a une documentation pour dire que, effectivement, le premier ministre israélien et son ministre de la Défense peuvent être l'objet d'un mandat d'arrêt, comme les 3 responsables du Hamas, qui entre-temps, d'ailleurs, ont été tués? Eh ben oui, mais là, c'était très amusant de voir que tous les éditorialistes épris de justice, épris de droit international, épris de valeurs universelles, trouvaient choquant. En fait, c'est un peu... on attaque les voleurs de mobylettes, mais on n'attaque pas les milliardaires. Et donc là, il y a quelqu'un qui fait partie de la famille, on n'a pas le droit de le mettre en cause. Et tout ça, bien sûr, sur aucune base factuelle. Bernard-Henri Lévy écrit même, le 22 novembre 2024, la CPI déforme le droit international, elle défigure la noble idée de la justice, c'est pourquoi la CPI doit être abolie et remplacée. Oui, alors c'est très frappant. Déjà, au nom de quoi on sait que quand Bernard-Henri Lévy va quelque part, c'est pour mentir. Et qu'il soit toujours reçu de façon très déférente, de façon même très docile, très servile par l'ensemble des commentateurs qui le reçoivent, c'est quand même hallucinant. Et ça, on dénonce le complotisme, mais alors la présence de Bernard-Henri Lévy dans les médias avec uniquement des gens qui viennent lui cirer les pompes, ça nourrit le complotisme, parce qu'on voit bien quand même quelque chose qui va pas. Mais il a dit ça, mais sur quel point de droit il s'appuie ? En disant que le droit n'a pas été respecté. S'il avait développé une argumentation, c'est juste un argument d'autorité. Je ne suis pas d'accord, donc je dis que c'est pas légal. Ben, le droit, c'est des faits. C'est des faits. Et si Bernard-Henri Lévy avait développé, je ne crois pas qu'il soit juriste, je ne crois pas non plus qu'il soit philosophe d'ailleurs, mais enfin bon, mais en tout cas, s'il avait développé à l'appui de son idée, de son affirmation péremptoire, une argumentation juridique, on aurait pu comprendre, mais il n'y a aucun argument de droit ensuite. Et bien sûr, tous ceux qui l'ont reçu, de peur de se faire engueuler, ne sont pas venus le contredire et vont continuer à lui développer le tapis rouge sans aucune contre-argumentation. Et on sait très bien qu'il refuse tout débat contradictoire, heureusement pour lui, parce qu'il les perd tous quand ça lui arrive d'y être confronté. Ouais, il a encore dit récemment, si Israël viole le droit, il faut changer le droit. Voilà, c'est tout quand même, c'est vraiment symptomatique, c'est-à-dire qu'il y a des normes, mais enfin, ça me rappelle Bertolt Brecht. Si le peuple n'est pas d'accord avec les gouvernements, ben, il faut changer le peuple. C'est ce que nous dit Bernard-Henri Lévy, qui s'auto-présente depuis déjà assez longtemps comme une conscience, alors que il est vraiment, alors là, c'est vraiment l'exemple même du négationniste. Ce qui est frappant, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU est impuissant par rapport à ce qui se passe à Gaza depuis 1 an et demi. Israël bénéficie d'une impunité juridique et stratégique totale. On le voit encore avec la reprise des combats depuis 1 mois. Comment la reprise des bombardements plus que la reprise des combats d'ailleurs. Ouais. Bah, parce qu'il y a un veto américain, qu'il y a une liaison Amérique-Israël qui est très forte et encore plus forte avec Donald Trump au pouvoir, qui ne tient pas tellement lieu comme on l'entend parfois par la communauté juive américaine qui prend ses distances. La communauté juive américaine a beaucoup plus de distance avec Israël que la communauté juive française. Il y a beaucoup moins d'aller-retour. Mais c'est les chrétiens sionistes qui ont effectivement une vision qu'il faut que dans la Bible, le Messie revient si les Hébreux occupent les terres que Dieu leur a données. Donc des gens qui sont souvent antisémites d'ailleurs, mais qui sont pro-israéliens. Et c'est ça qui fait le socle électoral de Donald Trump. Et puis il y a aussi le point commun de 2 nations exceptionnelles, de 2 peuples missionnaires. Et donc, il y a toujours eu, et alors Trump l'exagère, mais ça existait auparavant, Biden, en fait, n'a rien fait. Joe Biden, quand il était président, critiquait régulièrement Israël pour ne rien faire. Qu'est-ce qu'il a obtenu d'Israël ? Absolument rien, sauf le non-bombardement des installations pétrolières et nucléaires iraniennes qui auraient fait une crise économique mondiale puisqu'il y aurait des réactions sur tout le Golfe. Mais donc Joe Biden critiquait Israël alors que Trump ne le fait pas, et en même temps il n'a rien obtenu. Donc il y a effectivement une fusion de l'agenda
américains et israéliens. D'ailleurs, il y a un livre qui est paru il y a maintenant près de 20 ans de John Meschmeyer et Stephen Walls sur le lobby pro-israélien qui explique qu'auparavant, on pouvait comprendre que les États-Unis défendent Israël. C'était la pointe avancée du monde occidental contre le communisme au Proche-Orient. Et c'est un combat moral, un petit pays menacé par des masses dictatoriales hostiles. Mais aujourd'hui, c'est pas un petit pays menacé. Ils ont l'arme nucléaire, ils ont l'armée qui est plus puissante que tous. C'est un pays qui réprime un peuple dont il occupe la terre. Et en fait, c'est plutôt aussi un pays, le discrédit américain dans le monde et le discrédit occidental dans le monde est en partie, pas uniquement, mais en partie lié au soutien inconditionnel que les Occidentaux et les Américains font, tout en prêchant les valeurs universelles et en soutenant l'occupation d'un peuple par un autre. Le système onusien, donc l'ONU et les ONG sont en alerte, l'ensemble des organisations internationales sont en alerte, condamnent, s'insurgent sur la situation en Palestine, même les organisations israéliennes d'ailleurs, à l'intérieur du Bien pays, sûr. condamnent pour éviter un génocide et une seconde Nakba, et toujours aucun levier pour que Israël change son... Alors, il y a deux points importants dans ta question. Le premier, c'est effectivement, il y a quand même des Israéliens qui protestent contre ça. B'Tselem et plein des gens, moi j'ai interviewé, il y a des gens qui protestent en disant ce n'est pas moral et ce n'est pas l'intérêt à long terme d'Israël de continuer à opprimer les Palestiniens. Nous devons faire la paix avec eux. Et en fait, ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils sont israéliens, ils sont sionistes. C'est des gens qui vivent en Israël, mais ils ont une autre vision du sionisme que Netanyahou, mais que les gens qui, en France, empêchent toute critique de Netanyahou ne parlent jamais d'eux. Alors que normalement, on pourrait dire, vous voyez, il y a un autre Israël est possible. Israël, c'est pas seulement Netanyahou. Il y a aussi un autre Israël qui est possible, un Israël ouvert aux autres, un Israël humaniste. Et en fait, les soutiens d'Israël en France, notamment, puisque je suis français, ne les voient jamais. Au contraire, les critiquent ou les ghostent parce qu'ils sont critiques de Netanyahou. Et j'ai fait sur ma chaîne YouTube un podcast avec Eli Ben-Rabi, il dit c'est quand même tout à fait anormal qu'on ne soit pas soutenu et qu'on n'ait pas la parole. Et en fait, ils éliminent les voix critiques de Netanyahou en Israël, alors que ça serait quand même la meilleure façon de répondre aux accusations antisémites et à une façon de réhabiliter l'image d'Israël dans le monde. Et effectivement, au lieu de condamner donc le gouvernement israélien, les critiques journalistes, médias, politiques, pleuvent sur les organisations humanitaires. Je vais citer Eric Scholl, le directeur de la rédaction de l'Express, qui dit « Amnesty International est devenu le petit télégraphiste de Poutine et du Hamas. Le franc-tireur, les ONG sont au service du pire. Amnesty International, toujours Human Rights Watch. Quand l'humanitaire fait le jeu du Hamas, Oui. Mais de qui ces gens-là sont les petits télégraphistes ? De qui ces gens-là sont les petits télégraphistes ? De Netanyahou, en fait. Quand même, ces ONG, Amnesty, Human Rights Watch, ils se basent sur des faits. Leurs jugements sont sur des faits. Quand on bombarde des civils, c'est interdit par le droit international. Et c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Donc voilà, c'est des faits. Et eux, les répudient. L'Express, quand même, qui a été créé par François Giroud et Jean-Alexandre Schreiber pour protester contre la guerre d'Algérie, pour protester contre ce que faisait la France en guerre d'Algérie. Maintenant, vient soutenir ce qui se passe à Gaza, en ne parlant jamais de ce qui s'y passe. Ils ont fait plein d'articles sur inadmissible de bombarder les Ukrainiens et aucun article inadmissible de bombarder des Palestiniens. Donc c'est vraiment le deux poids deux mesures dans toute son intégralité. C'est une non-information qui, en fait, revient à une sorte de désinformation. Et donc, effectivement, l'Express, Franc-Tireur sont des relais d'opinion de Netanyahou en France, et leur action aussi, encore plus Franc-Tireur qu'à l'Express, consiste à critiquer tous ceux qui protestent contre ce qui se passe à Gaza, y compris en Israël. Est-ce que ces journaux ont donné la parole aux opposants israéliens à Netanyahou, à ceux qui luttent pour le respect des droits de l'homme et le respect des valeurs du sionisme quelque part? Non, non. Et donc, oui, petit télégraphiste, mais de qui? Pour les médias, le 7 octobre, la barbarie vient du Hamas, les victimes sont les Israéliens. Israël ne fait qu'exercer son droit de se défendre depuis 1 an et demi. Alors, c'est une guerre de civilisation. Il y a là-dedans des choses qui sont vraies et des choses qui ne le sont pas. Que effectivement les attaques du 7 octobre étaient barbares, oui, bien sûr.
Il y a le Hamas fait des actes terroristes inhumains parce qu'ils n'ont pas, s'ils n'avaient visé que des soldats israéliens, bon, on peut comprendre que selon le droit international de l'ONU, résistance à l'occupation, mais ils ont visé des civils. Et effectivement, alors, il n'y a pas eu les 40 bébés décapités comme ça a été fait, mais je veux dire, ce qui s'est passé est suffisamment horrible pour qu'on le condamne sans inventer des fake news. Et donc oui, c'est des actes barbares, des actes terroristes tout à fait condamnables. Mais la guerre n'a pas démarré le 7 octobre. C'est-à-dire que si Netanyahou et si les gouvernements israéliens avaient donné des perspectives de paix aux Palestiniens, le Hamas n'aurait pas l'importance qu'il a. Et donc, ce qui est quand même à la fois compliqué et facile de dire que le Hamas a commis des actes terroristes tout à fait condamnables, je crois que c'est Jean-Louis Bourlange, euh, qui n'est pas l'ancien président MoDem de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, qui à mon avis n'est pas un islamo-gauchiste, ou alors je suis très mal informé, qui avait dit après cet octobre, ces attentats sont sans excuse, mais ne sont pas sans cause. Et je crois que c'est vrai, sans excuse et pas sans cause. Certains disent qu'il y a des excuses, non, mais certains disent qu'il n'y a pas de cause, oui. Si, quand il y a une absence de perspective politique, eh ben, le terrorisme se développe. Et même quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, quand il était président pourtant, qui se faisait appeler Sarko l'Israélien, dans tous ses discours devant les ambassadeurs chaque année, disait que la non-résolution du conflit israélo-palestinien allait être un vecteur de terrorisme. Donc on ne peut pas l'accuser, lui non plus, d'être islamo-gauchiste. Donc effectivement, ces attentats sont sans excuse, mais ils ne sont pas venus de nulle part. Et c'est bien le refus de toute perspective politique, le fait que ceux qui négociaient comme Mahmoud Abbas avec Israël n'ont rien obtenu. Quand il y a eu un retrait unilatéral de Gaza, si ça avait été Yossi Beline, que j'ai connu à l'époque, qui était le leader du MAPAM, du Meretz, le mouvement de gauche israélien, disait il ne faut pas qu'on quitte Gaza de façon unilatérale, ça va donner des arguments au Hamas, ils vont gagner les élections après. Et en fait, comme Israël s'est retiré de Gaza sans négocier avec l'autorité palestinienne, c'est le Hamas qui a pu communiquer sur le fait que c'est grâce à son action armée, grâce donc à ses attentats, que Israël était parti. Et Mahmoud Abbas ne pouvait rien dire parce qu'il n'a rien obtenu. Et donc c'est aussi comme ça qu'on développe le Hamas. Et puis, comme tu le sais, depuis, il est largement documenté, parce qu'il l'a reconnu, enfin, ça a été fait, que Netanyahou avait dit qu'il aidait indirectement le Hamas pour empêcher l'autorité palestinienne de pouvoir aider le Hamas. C'est une façon d'empêcher la création d'un État palestinien. Donc tu empêches l'action des Palestiniens, tu as le 7 octobre. Alors, les relations sont telles entre les médias français et le gouvernement israélien que le service de presse de l'armée israélienne a félicité la presse française pour son travail, en particulier BFM et CNews. Son porte-parole de l'armée israélienne donc a félicité Benjamin Duhamel, le présentateur vedette de BFM. Votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit. Oui, c'est quand même un peu le baiser qui tue, quoi. Alors après, il dit, ah oui, il a dit des deux côtés, mais enfin, quand t'as le porte-parole d'une armée dont le but, la mission n'est pas de dire la vérité, par définition, qui te félicite, c'est quand même un peu gênant. Et il a fait encore ça pour CNews. Et on pourrait rajouter à cette présentation que le seul présentateur qui a osé un peu, parce que Olivier Rafovix a eu table ouverte de façon très déférente aussi. Je veux dire, imagine, vraiment personne n'osait le critiquer. Le seul journaliste qui a osé le remettre un peu en cause, Mohamed Kassi, a été mis en cause par sa direction. Il a fallu que toute la rédaction se mobilise pour qu'il ne soit pas sanctionné. Et c'est d'ailleurs Arthur qui a obtenu un prix de lutte contre le racisme qui avait lancé la chasse contre lui. Et donc, effectivement, on voit que, je veux dire, quand il y a une guerre, si on est félicité par un protagoniste, c'est quand même plus proche de lui que l'autre. Et effectivement, il y a un biais pro-israélien dans les médias qui est très fort. Alors, souvent, je suis confronté à notamment des jeunes qui disent oui, les Israéliens tiennent les médias. Mais non, pas du tout. C'est pas ça. C'est un biais civilisationnel. Parce qu'en fait, Drahi a vendu sa chaîne, qu'il avait BFM. Ça n'a pas tellement changé la couverture de BFM. Drahi était le seul propriétaire juif d'une grande d'infos. Mais le reste, c'est un biais pro-occidental. Les gens pensent qu'on est menacé par l'islam et qu'Israël fait le boulot contre l'islam. Et donc, il y a cet agenda qui est pris par les journalistes dont la diversité sociologique et ethnique n'est pas le plus fort. Ouais, vous écrivez dans votre livre, vous citez en fait Célia Kirol, qui tient le blog À la télé sur ma télé, et qui observe donc la semaine
du 8 au 14 janvier 2024. Donc c'est la semaine du dépôt de la plainte pour génocide de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Donc normalement, on aurait pu s'attendre à ce qu'on parle davantage des Palestiniens que des Israéliens. Et en fait, ils ont parlé 10 fois plus du malheur israélien que du malheur palestinien. Oui, alors en plus, l'Afrique du Sud, quand même, c'est très important. C'est un pays qui a vaincu l'apartheid. C'est un pays symbole en termes de vouloir vivre ensemble. Et donc, qu'il porte plainte contre Israël, c'est très gênant pour Israël. Si c'est la Corée du Nord ou le Venezuela, c'est pas très gênant. Quand c'est l'Afrique du Sud, symboliquement, c'est plus gênant, effectivement. Et donc, effectivement, en fait, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était beaucoup plus disturbant pour cela et on a un peu invisibilisé. Et donc, l'Afrique du Sud, et ce qui est un peu dommage, c'est que l'Afrique du Sud a pris le rôle, en fait, des pays leaders du Sud global et peut-être qu'en d'autres temps, c'est la France qui aurait porté cette plainte, ce qu'elle n'a pas fait. Alors, des médias comme LCI et France 5, donc pour France 5, service public, qui pratiquent ouvertement la désinformation. Vous écrivez dans votre livre, vous citez David Pujadas qui, lors de son émission, montre des images qui datent d'avant le 7 octobre pour dire qu'il n'y a pas eu de famine à Gaza en 2024. Pouvez-vous nous raconter l'anecdote ? Oui, c'est LCI. Alors, je reprends un article, en fait, je développe, enfin, j'ai été alerté par Samuel Gonti dans Télérama, qui disait, de façon humoristique, en fait, il y a un risque d'obésité si on croit David Pujadas à Gaza. Alors, c'est vrai que LCI, c'est un peu curieux parce que David Pujadas, c'est un peu à part, quoi. C'est un peu un empire dans l'empire. Et il dit, je donne la parole à tout le monde, il donne la parole qu'à ceux qui disent la même chose, en fait. Et c'est le récit israélien total. Et là, effectivement, il a montré des images, alors que la plupart toutes les ONG, et ces ONG alertaient sur le risque de famine à Gaza. Lui disait, non, il y a des étals qui sont pleins, les photos n'étaient pas datées. Il y avait, effectivement, on se croyait presque au marché d'Alire, quoi. C'était, bon. Donc, de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Mais là, je veux dire, autant il y a vraiment des gens qui font bien leur boulot sur LCI, là, il y a un biais pro-israélien dans ce corner de Pujadas. France 5, de façon globale, ont invité 98 fois Caroline Fourest, Raphaël Enthoven et Christophe Barbier. On vous a proposé de participer à l'émission ? Ah non, je suis interdit d'antenne là-bas, bien sûr. Ça, vraiment, Patrick Cohen y veille, que je sois jamais invité à C'est à vous. Il m'a fait aussi fait que je sois plus invité d'ailleurs à C'est dans l'air, où j'ai depuis le début de l'émission. Et donc, effectivement, alors de temps en temps, disons, C'est à vous, c'est vraiment le pâté de cheval et d'alouette. De temps en temps, il y a effectivement quelqu'un qui va venir porter un regard critique là-dessus. Mais c'est une fois tous les 10 invités, quoi. Et sinon, c'est... Et alors, quand c'est d'ailleurs des invités un peu critiques qui sont challengés, les journalistes font leur boulot. Quand c'est des gens qui viennent suivre le narratif israélien, on leur déroule le tapis rouge, on est très déférent avec eux. Enfin, ça serait vraiment à montrer dans les écoles de journalisme. Ça serait vraiment un bon exemple. Alors, les propos du gouvernement israélien et les agissements des soldats israéliens sont pourtant stupéfiants. Ils sont certes en guerre, donc maintenant depuis 1 an et demi, ils ont été traumatisés par le 7 octobre, effectivement c'était un énorme traumatisme, mais ils ont multiplié les déclarations racistes et haineuses depuis 1 an et demi. Un petit exemple, Smotrich, ministre israélien des Finances, déclare le 5 août 2024 « Le monde ne nous laisserait certainement pas faire », mais laisser mourir 2 millions de civils palestiniens pourrait peut-être être justifié moral. Oui, ils ont développé, Smotrich, c'est l'héritier de ceux qui ont assassiné Rabin. Il faut aussi voir ça. Qui est au gouvernement en Israël aujourd'hui ? C'est ceux qui ont fait une campagne qui ont assassiné Rabin. Donc c'est quand même... Léa Rabin, la veuve de Yitzhak Rabin, n'a jamais voulu serrer la main de Sharon Netanyahou parce qu'il pensait qu'ils étaient intellectuellement responsables de la campagne de haine contre son mari. Et le processus de paix a déraillé par cette extrême droite israélienne qui est au pouvoir, sont des fascistes, et par le Hamas, par les attentats du Hamas, bien sûr. Et donc, effectivement, on a multiplié les déclarations d'un pur racisme, plus toutes ces vidéos où les soldats israéliens se mettent en scène de façon déshumanisante, ou des vidéos qui circulent, on voit des Palestiniens qui marchent, qui sont assassinés par des snipers, ou qui sont complètement maltraités. Bon, et effectivement, il y a une déshumanisation des Palestiniens, aussi bien par les actions que par les paroles.
Alors on en arrive à la Hasbara, qui est la stratégie de communication et de diplomatie employée par Israël pour promouvoir une image positive du pays et défendre ses politiques sur la scène internationale. Heu, vous avez un long passage, vous avez plusieurs chapitres sur la Hasbara. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait? Bah, l'Asbara, c'est une politique en fait de diplomatie publique. Tous les pays ont une diplomatie publique de chanter les mérites de son pays. Peut-être que c'est les Américains, enfin, mais les Américains ont un programme depuis très longtemps de Young Leaders. D'ailleurs, j'en ai même profité à l'époque. Ils vous invitent, ils font découvrir le pays. Vous avez une image très positive et c'est vraiment bon, voilà. Et puis vous voyez un peu l'opposition, c'est très bon. Et donc, bon, Israël a ça, comme la France a ça. On invite aussi des gens, tous les pays moi que je connais, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, tout le monde a ça. Bon. Mais Israël, bien sûr, c'est un peu particulier parce que ils sont critiqués plus que d'autres du fait de l'occupation d'un peuple par l'autre. Enfin, très franchement, on est au XXIe siècle. Les pays qui violent le droit international, il y en a beaucoup. Qui font la guerre alors que c'est interdit, il y en a beaucoup. Mais des pays qui occupent encore un peuple alors que c'est pas reconnu par le droit international, il y a quand même un peu que là que ça se passe, quoi. L'occupation d'un peuple par un autre était déjà inadmissible au XXe siècle, elle est encore plus au XXIe. Et donc il y a un besoin de communiquer pour dire que ce qui se passe là-bas est légitime, parce que c'est une façon de défendre la civilisation, c'est une façon de lutter contre le terrorisme, sans savoir est-ce que c'est le terrorisme qui crée l'occupation ou l'occupation qui crée le terrorisme. Je renvoie au propos de Gaulle de 1967 dans sa conférence de presse, où il disait que l'occupation allait s'accompagner d'une répression, qu'il allait développer une résistance qu'on allait qualifier de terrorisme. Peut-être qu'il serait inculpé pour apologie du terrorisme aujourd'hui, je ne sais pas. Mais donc, c'est ça, mais effectivement, il y a une politique très intelligente, très suivie de Israël pour rendre sa politique, si ce n'est populaire, du moins acceptable. Et alors, il y a en 2009, vous parlez d'un document, The Israel Project Global Language Dictionary, et qui fournit en fait des éléments de langage pour tous les défenseurs, en fait, tous les avocats d'Israël Voilà. dans le débat public. Bon, alors il faut plus dire territoire occupé, mais territoire disputé. Il faut pas dire qu'on est auparavant. Les gens disaient oui, mais les Arabes ne comprennent que le langage de la force. Il faut dire qu'on est pour la paix, mais que malheureusement elle n'arrive pas. Mais il faut pas. Si vous êtes pour Israël, il faut pas dire que vous êtes contre la solution des deux États. Il faut dire je suis pour la solution des deux États. Mais bien sûr, elle n'arrive pas. Et c'est pas de la faute d'Israël, c'est de la faute des Palestiniens. Pourtant, je pense que c'est plutôt Israël qui occupe la Palestine que l'inverse. Donc, c'est des éléments de langage qui ont été repris par beaucoup de gens et qui sont très intelligemment développés pour rendre, en fait, une fois ça, pour rendre acceptable quelque chose qui ne l'est pas. Il y a des éléments de langage en fait qui ont été mis en place suite au 7 octobre. Oui, effectivement, qui sont après repris de la même façon par l'ensemble des soutiens. Et donc, on voit un peu qui fait partie de la Hasbara quand il reprend les arguments. Parmi les arguments, c'est « Ah, mais vous parlez du conflit, vous parlez pas du Soudan ou vous parlez pas de ce qui se passe en République démocratique du Congo. » En fait, si on en parle, la différence, c'est que le Soudan ne se réclame pas des valeurs occidentales, on ne livre pas des armes au Soudan, et on n'a pas les accords économiques, culturels et scientifiques avec les deux généraux félons qui martyrisent la population du Soudan. Donc c'est pas du tout la même chose, et on n'a pas les accords avec le M23 qui fait ce qui se passe au Congo. Donc on compare ce qui est tout à fait incomparable. Et Israël se réclame du monde occidental, mais veut ne pas avoir à respecter les comportements liés au monde occidental. Donc on voit que cet argument est vraiment tout à fait inacceptable et d'une très grande mauvaise foi. Alors il y en a un autre, c'est il y a des morts, c'est normal, c'est la guerre. Oui, effectivement. Alors là, c'est vraiment l'acceptation du pire. D'une part, on dit sinon on n'aurait pas gagné la guerre contre Hitler, mais enfin c'est oublié que le droit international humanitaire est né de la Seconde Guerre mondiale. Et que ce qui était admissible et ou légal, en tous les cas, ce qui pouvait se produire avant 45 ne l'est plus après. Donc c'est quand même un peu oublier les leçons de l'histoire. Et dire oui, c'est normal, c'est des morts, il y a la guerre, c'est oui, la pluie mouille, c'est complètement banaliser ce qui se passe. Bombarder des civils, quand il y a des guerres et qu'il y a des morts sur le champ de bataille, c'est normal, c'est la guerre effectivement. Mais quand on bombarde des civils, qu'on bombarde des écoles, des hôpitaux, et que c'est un crime contre l'humanité. Donc c'est pas normal, c'est interdit par le droit issu de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi en décembre 2010, il y a le ministre
des Affaires étrangères israélien, Lieberman, qui a appelé les ambassades de son ministère en Europe pour faire un usage extensif des experts en relations publiques. Et ce sont les fameux 1000 alliés qu'Israël doit trouver Oui, en il y a Europe, beaucoup, quoi. ce qu'on dit souvent, c'est les Juifs qui défendent Israël. Non, Israël a compris qu'il fallait ne pas communautariser sa défense, qu'il fallait trouver des alliés dans ceux qui n'étaient pas juifs, qui allaient reprendre un narratif israélien, être juif, ce qui apparaît plus crédible. Tu es géopolitologue, tu vas venir défendre Israël, sur un argument géopolitique, il faut bombarder l'Iran, la Palestine c'est du terrorisme, c'est normal de se défendre, c'est la pointe avancée, les Palestiniens sont homophobes, donc c'est normal de les combattre, tout cela. Et effectivement, il y a de nombreuses personnes. Alors, c'est dommage parce que bon, il y a des exemples qui sont connus, mais sinon, ça a été assez intéressant de savoir quels étaient ces 1000 amis qui étaient chargés d'emmener la bonne parole israélienne. Mais on voit quand même très rapidement, quand tu suis l'actualité, qu'il y a des éléments de langage qui sont repris en boucle par certains, qui sont à peu près les mêmes, quoi. Et donc qui reviennent répéter les éléments de langage de la Hasbara. Alors vous parlez par exemple de Bruno Tertrais. Oui, Bruno Tertrais, qui est un géopolitologue très connu et qui a soutenu la guerre en Irak, qui ensuite a soutenu depuis 2005, il dit que l'Iran est prêt d'avoir l'arme nucléaire, qu'il faut le bombarder. Alors moi il m'a bloqué sur Twitter, donc il veut pas débattre avec moi, il aime pas trop qu'on lui rappelle cela, mais il reprend, il a participé à beaucoup de réunions pour dire qu'il fallait pas reconnaître la Palestine, mais depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, et donc effectivement c'est quelqu'un qui alors pour des questions, disons, d'occidentalisme, parce que c'est un néoconservateur, pense qu'Israël est la pointe avancée du monde occidental dans un islam négatif et qu'il faut défendre Israël. Alors il y a l'association Elnet, The European Leadership Network, qui semble être une pièce essentielle de la Hasbara. Quel est son rôle ? Son rôle, c'est d'organiser, alors bon, c'est le rôle normal de la diplomatie publique, d'organiser des visites pour, disons, selon Biologie, faire comprendre les réalités israéliennes. En fait, sous-entendu, alors c'est comme c'est une association, ce n'est pas une émanation du gouvernement israélien, donc ça apparaît comme neutre. Les gens, les parlementaires qui sont invités par Elnet pour aller, et les journalistes qui sont invités par Elnet pour aller en Israël ne sont pas des invités du gouvernement israélien. Donc ils peuvent dire qu'il y a une relative neutralité. Mais sauf que la réalité en cause, c'est qu'on parle jamais de l'occupation, on parle jamais de la répression, on parle des côtés positifs, la tech, la cuisine et la défense contre le terrorisme. Et ça a pris une importance de plus en plus grande. D'ailleurs, je donne des chiffres, c'est que beaucoup de parlementaires sont invités par Elnet et sont choyés, sont très bien reçus. Une fois encore, tout le monde fait ça. Mais là, on masque complètement le côté... Il y a un côté un peu village Potemkin, quoi. On masque complètement les côtés négatifs. Et là, plus récemment, le président d'Elnet a pris un tour beaucoup plus agressif. C'est qu'il attaque de façon quand même très outrancière ceux qui osent critiquer Israël, donc qui ne peuvent pas se prétendre comme une association juste de contact culturel. C'est effectivement Elnet est une pièce essentielle dans la Hasbara. Il y a Mediapart qui a dénombré 666 voyages déclarés par les parlementaires français entre 2017 et 2024. 15%, d'accord, des voyages des parlementaires ont été effectués en Israël. Et alors j'ai regardé les chiffres parce que vous reprenez tous les voyages par pays, et c'est 2 fois plus que les États-Unis, 3 fois plus que la Chine. Truc. Oui, c'est vraiment, là, il y a une politique très, il faut convaincre, il faut séduire, il faut gagner le cœur et les esprits. Et alors, autant d'ailleurs, Israël, là, cette semaine, a interdit, a privé de visa, parce qu'en fait, tu peux pas aller en Palestine sans passer par Israël. Donc, des parlementaires de gauche qui voulaient aller et en Israël et en Palestine ont été interdits de visa par Israël, donc ne peuvent pas aller en Palestine. Mais ceux qui viennent par Elnet sont accueillis à bras ouverts et font des déclarations de soutien inconditionnel ou très peu conditionnel par rapport à Israël, y compris alors qu'on sait le nombre de morts maintenant. C'est quand même un peu problématique. Je veux dire, ces gens-là devront témoigner devant l'histoire. Alors, vous citez le directeur d'Elnet, qui est Aryeh Ben-Sehoun, et qui dit « L'immense majorité des parlementaires français soutient Israël dans son combat contre le Hamas et le Hezbollah. C'est le résultat de décennies de travail. » Effectivement, c'est une organisation de communication comme font beaucoup de pays, mais n'empêche qu'ils organisent aussi des conférences sur la radicalisation islamique
et la menace terroriste Oui, en France. l'idée, c'est de dire qu'on a un ennemi commun. C'est le terrorisme musulman et en fait l'islam. Et donc, en faisant une vraie grande confusion entre musulmans, islamistes et terroristes. Et donc, il y a effectivement le fait de convaincre les Français. Il a raison quand il dit que la majorité des parlementaires français sont pro-israéliens. C'était pas le cas il y a 20 ans. Et donc, je ne sais pas si c'est son travail à lui ou d'autres, mais effectivement, moi, je vois l'évolution de la classe politique française qui était nettement moins supportrice de façon inconditionnelle d'Israël il y a 20 ans que maintenant, malgré ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Donc oui, il a gagné en grande partie le combat pour les idées et pour le cœur et les esprits. Et oui, il y a dessus la classe politique française, que l'extrême droite qui n'existait pas au Parlement il y a 20 ans est très pro-israélienne. Les républicains ont complètement changé par rapport à De Gaulle là-dessus, même par rapport à Chirac. Le PS est toujours divisé entre Molettis, qui sont des nostalgiques de la 4ème République, et les mitterrandistes, et on voit bien d'ailleurs dans les batailles du Congrès. Bon, et donc oui, c'est vrai que la majorité de la classe politique française est aujourd'hui pro-israélienne. Et les deux seuls partis qui finalement soutiennent le mouvement de résistance palestinien, c'est LFI et les Verts. Oui, alors avec un peu le Parti communiste, mais qui est divisé parce que Fabien Roussel a un peu abandonné quand même ça comme cœur de métier, alors que le Parti communiste était quand même le parti le plus engagé auparavant en faveur d'Israël. Il y a toujours quelqu'un comme Yann Brossa qui est très engagé, qui est juif lui-même, mais qui est un juif universaliste. Et Fabien Roussel est beaucoup plus prudent. On voit qu'il veut plus plaire aux médias. Et d'ailleurs, mon ami, hélas disparu, Jean-Claude Lefort, avait démissionné en protestant contre un tournant, selon lui, moins solidaire de la Palestine de la part du PC. Et les Verts sont effectivement assez clairs là-dessus, et LFI, mais en même temps, LFI est très critiqué. Et donc, en fait, il y a effectivement un soutien à la cause palestinienne qui est nettement moins fort qu'auparavant. Oui, alors la critique qu'on donne à LFI, c'est d'être un parti antisémite, d'ailleurs que Mélenchon est antisémite. Non, Mélenchon n'est pas antisémite, les LFI n'est pas antisémite. D'ailleurs, s'ils avaient fait des déclarations antisémites, ils auraient été condamnés. Et nul doute que les procureurs de France se seraient engagés là-dessus, qu'il y aurait des dénonciations. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des maladresses de communication. Le moins que l'on puisse dire. La caricature d'Hanouna, c'est vraiment une catastrophe. Le fait de ne pas avoir qualifié de terrorisme les attentats du 7 octobre est aussi une erreur tragique. Donc LFI n'est pas antisémite, mais ils ont quand même souvent pas fait attention à leur communication sur ce point et prêté le flanc à la critique dans laquelle se sont engouffrés tous ceux qui veulent juste nier ce qui se passe à Gaza. Mais vous pensez que c'est électoraliste, que la vision de Mélenchon est d'abord électoraliste en France ? Qui est électoraliste quand tu penses aux élections? Tu es électoraliste. Je veux dire, Mélenchon avait le vote musulman dès 2012, 2017 aussi et 2022. Donc il n'a pas à intervenir sur Gaza pour faire cela. Et on ne dit pas pourquoi, si les partis qui s'expriment en faveur d'Israël, c'est pour quelle raison? C'est qu'ils ont étudié le droit international dans d'autres universités? C'est qu'ils ont une vision de la notion de crime de guerre qui est un peu différente? Je veux dire, cet argument, il peut être retourné sur l'électoralisme. Donc en fait, est-ce que ce que dit LFI est factuellement exact sur ce qui se passe à Gaza? Est-ce que par rapport aux normes du droit international, c'est exact ou non? Et donc effectivement, il peut y avoir des réactions qui ont déplu, des réactions outrancières, mais sur le fond, je veux dire, alors électoralisme, on ne dit pas ça de l'inverse. Tous ceux qui soutiennent de façon vraiment inconditionnelle Israël, très honnêtement, je ne pense pas que ce soit pour des raisons stratégiques ou des raisons de respect du droit international. Donc en fait, chacun fait des choix. La plus grande victoire idéologique de Netanyahou est bien d'avoir su imposer dans le débat français l'assimilation entre antisionisme et antisémitisme. Alors oui, c'est un argument qui est de plus en plus utilisé et qui peut même déboucher sur une loi. Il y a une loi qui est... Caroline Yadan, qui est la députée d'Israël, a fait une proposition de loi en ce sens, qui est reprise par beaucoup de parlementaires, y compris qui se disent de gauche, dont François Hollande d'ailleurs. Alors, historiquement, c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui étaient antisionistes, soit qui sont religieux, et tu t'opposes pas à Dieu,
c'est Dieu qui protège les Juifs, c'est pas un État. À mon ami canadien Raphaël Wagfrin a écrit un bouquin là-dessus, d'ailleurs, au nom de la Torah. Soit parce que tu es de gauche et tu penses que chacun doit faire la révolution, et que s'il y avait un État juif, il serait nationaliste comme les autres, et que quand tu es de gauche, tu es internationaliste. Bon, ça, c'était l'opposition historique initiale. Et puis aujourd'hui, on voit bien que critiquer le gouvernement israélien, la haine des Juifs ou l'opposition à Israël n'est pas du tout la même chose. On mêle tout ça, c'est bien sûr un rayon paralysant pour empêcher la critique politique du gouvernement israélien. Ce qui est regrettable, c'est que beaucoup d'hommes politiques la reprennent, y compris au niveau du président de la République, qui a repris cette assimilation. Depuis 20 ans, vous êtes vous-même pris à partie et accusé d'être antisémite. D'ailleurs, on avait fait un livre chez toi, voilà, ouais. antisémite. Dont la lecture reste toujours actuelle. Exactement. Ouais. Parce que vous critiquez la politique israélienne envers les Palestiniens. Que répondez-vous? Et par rapport à ça, dernièrement, donc le 19 octobre 2024, vous avez été l'objet d'une chasse à l'homme suite à un échange de SMS assez vif avec Karim Bouamran. Alors, c'est deux choses différentes, mais accusation d'antisémitisme, bon, bah écoute, j'ai écrit 80 bouquins, comme tu l'as rappelé, j'ai fait des centaines d'articles, des milliers de conférences. Est-ce que si j'avais eu le moindre dérapage antisémite, tu penses bien qu'il y aurait eu l'article 40 et que j'aurais été déféré devant la justice? Jamais, jamais, jamais. Donc, j'aurais pu faire une connerie, ça m'arrive d'en faire, mais jamais je n'ai été condamné pour antisémite, pour propos antisémites. Donc, c'est le rayon paralysant qui fonctionne. C'est que, au lieu de parler du fond de mes arguments, on me traite d'antisémite. Et donc, tu critiques Netanyahou, tu es antisémite. Si je critique Xi Jinping, on va pas dire que je suis anti-chinois, mais c'est l'argument qui marche. Et je dirais plus l'attitude du gouvernement israélien, la politique du gouvernement israélien est inacceptable par rapport à ce qu'ils font à Gaza, plus cet argument est employé en mélangeant joyeusement antisionisme, antisémitisme et critique politique du gouvernement israélien, qui sont trois choses différentes. Il y a des juifs antisionistes. Bon, alors il y a peut-être des antisémites qui sont aussi antisionistes ou des antisionistes qui sont antisémites, mais c'est pas ça le problème. On voit bien qu'il y a une volonté d'interdire et que, fort heureusement, la lutte contre l'antisémitisme est fortement enracinée en France, et donc cet argument, qui à mon avis à terme est très contraire à la lutte contre l'antisémitisme, est utilisé pour faire taire toute critique politique du gouvernement israélien. Une fois encore, je n'ai jamais, jamais été condamné. Depuis 25 ans qu'on me chasse. Et d'ailleurs, Elie Mervani m'avait avoué qu'il y avait quelqu'un spécialement à l'ambassade israélienne qui surveillait tous mes propos pour se jeter un peu dessus au cas où je dérape. Bon, j'ai jamais été condamné pour antisémitisme. C'est-à-dire qu'à force d'entendre que je suis antisémite, il y a des gens qui le pensent. Ils entendent ça partout. Il suffit d'écouter Radio J pour entendre que je suis antisémite. Et bon. Et donc, il y a des gens qui, de mauvaise foi, disent que je suis antisémite, mais à force, il y a des gens de bonne foi qui pensent que je le suis. Moi, quand je suis arrivé à vivre en Paris, parce que j'étais à Mantes-la-Jolie, j'ai habité pendant quelques années rue des Écouffes, entre la rue de Rivoli et la rue des Rosiers. J'étais super bien accueilli, j'étais très bien. Après, j'ai déménagé, mais je ne pourrais plus habiter dans cette rue. Parce qu'il y a des gens qui qui diraient, mais lui, il est antisémite. Donc en fait, on m'a collé effectivement une cible dans le dos. On parle toujours de cette expression, mais là c'est vrai. Des gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais lu aucun de mes bouquins, disent et pensent sincèrement que je suis antisémite parce qu'ils l'ont entendu 1000 fois, alors que je n'ai jamais été condamné, que jamais quelqu'un a pu dire voilà un propos antisémite. Sauf de dire que bombarder des civils, c'est pas terrible, quoi. T'as été menacé? Oui, plusieurs fois. Oui. Plusieurs fois. Moi, j'ai été agressé une fois à oui. Tel Aviv, etc. D'ailleurs, sans que le ministre des Affaires étrangères vienne prendre de mes nouvelles. D'ailleurs, imagine. Pourtant, j'étais en mission pour le Quai d'Orsay. Alors, le consul était impeccable. L'ambassadrice à l'époque à Tel Aviv, nettement moins. Et Jean-Yves Le Drian, que je connaissais depuis 35 ans, n'a pas pris de mes nouvelles, alors que j'étais quand même en mission pour le Quai. Attends, imagine. Et bien sûr, ceux qui m'ont agressé sont repartis librement. J'ai été exfiltré par la police au bout de quelques temps, mais bon, il y a des caméras partout. Donc, c'était un piège. En fait, ce que je crois que les mecs voulaient, c'est que je me mette à pleurer, à chialer en disant non, pitié, pitié, et pour pouvoir m'humilier publiquement. Ça s'est pas passé comme ça. Donc, la police a mis 6 minutes à intervenir. Les types qui m'avaient agressé sont repartis librement. Imagine que t'es 6 mecs qui veulent agresser un atelier israélien à Orly ou à Roissy, ils repartent pas librement, tu vois. Hein.
Et bon, voilà. Enfin bon, en plus, le plus rigolo, c'est que j'avais invité juste avant l'ambassadrice d'Israël à faire une conférence ici à l'IRIS, parce qu'à Rennes, elle s'était fait jeter. Je lui ai dit, écoutez, venez faire une conférence devant les étudiants, vous serez questionnés, mais je vous promets que votre personne et votre fonction sera respectée, ce qui avait été le cas. Voilà. J'ai pas été payé de retour, puisqu'on m'a tendu un piège après, mais bon, c'est comme ça. Et alors, concernant ce qui s'est passé le 19 octobre 2024 avec Karim Ouamran, hein, qui est le maire de Saint-Ouen. Ben voilà, il est invité dans l'émission Sacrée Soirée sur France 2 et il attaque Bille en tête en disant il y a des gens qui importent le conflit israélo-palestinien, c'est scandaleux. Et puis on voit bien que tout se déroule pour qu'ils viennent accuser donc LFI, les Verts, ceux qui importent. Ils condamnent pas ce qui se passe, ils condamnent ceux qui condamnent cela. Bon, et donc il pourrait dire ce qui se passe là-bas est scandaleux, mais non. Alors d'ailleurs, j'ai appris entre-temps, je savais pas à l'époque, c'est qu'en fait ce monsieur est conseillé par pro bono, gratuitement. Il a des conseillers d'Image 7 et de Havas qui bossent pro bono pour lui. Donc je comprends que le type s'en sorte très bien, tu vois, il a une très bonne politique de communication. Donc là, il déroule un narratif en disant que le problème, c'est pas ce qui se passe à Gaza, c'est que quand on en parle, on met en danger les juifs français, on développe l'antisémitisme. Bon. Donc c'est quand même un argument qu'on peut critiquer. Et je réagis là-dessus, et bon, c'est vrai que j'ai une expression malheureuse en disant musulman d'apparence. Pour moi, je sais pas si ce mec est croyant ou pas, je dis, il apparaît comme musulman aux yeux des autres. Tu vois, il apparaît comme musulman aux yeux des autres. Et tout le monde m'est sauté dessus. Alors à la fois, le lobby pro-israélien, tous les membres de l'Hasbara. D'ailleurs, ce tweet a été un hapeau à Hasbara, parce que tous les membres de l'Hasbara sont sortis du bois en disant, ouah, Boniface, les mêmes qui disent que je suis le d'arabe, pour pas en dire plus, que je suis, enfin, et qui n'arrêtent pas d'insulter les Arabes en permanence, là me traitent d'islamophobe. Aucun musulman, enfin peut-être Chalgoumi, bon, aucun organisation musulmane est venu m'attaquer là-dessus. Les gens me connaissent, tu vois. Mais là, c'est un déchaînement. Et puis aussi, en interne au PS, comme il y a des batailles électorales, chacun veut laver plus blanc et les gens se sont sautés là-dessus pour sauver le soldat Bouhamran qui n'a pas besoin d'être sauvé. Alors après, je lui ai proposé, bon, j'ai retiré mon tweet, j'ai vu que j'avais fait une connerie, que ce que j'avais dit n'a pas été compris comme ça. Mais c'est pareil, quand tu fais une connerie, tu le reconnais, tu vois, bon, ok. Et j'ai mal calculé ça, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui apparaît comme musulman. Mais la déferlante a été terrible. Et je dirais que Karim Ouamran, certaines personnes m'ont proposé qu'on soit en contact, il a refusé. Et en fait, lui a capitalisé là-dessus, parce qu'en fait, on voit qu'il est bien conseillé, et qu'il est très intelligent. Les deux, peut-être, l'un n'empêche pas l'autre. C'est qu'au lieu que l'on mette en cause son silence sur ce qui se passe à Gaza, son acceptation sur ce qui se passe à Gaza, ce qui a été en cause, c'est mon expression musulmane d'apparence. Et donc, son négationnisme est apparu comme étant moins grave que sa mise en cause, et il est apparu comme une victime du salopard de Boniface qui est islamophobe. Mais franchement, quand même, mais bon, ok, bien joué, il m'achète, bien joué, Havas. Alors, quelles ont été les conséquences de cette chasse à l'homme donc suite aux échanges de SMS que vous avez eus avec Karim? Écoute, outre la shitstorm dont je viens de parler, qui a quand même été vraiment puissante, mais en même temps très révélatrice de qui était qui, certains ont dit, voilà, c'est la mort de l'IRIS, ça n'a pas été le cas. Frédéric Aziz avait invité un ministre en lui faisant dire qu'il fallait couper tous les contacts avec l'IRIS. Donc là, quand même, t'es pas d'accord avec le directeur, tu coupes le contact avec un centre de recherche pour une opinion. J'ai pas été condamné par la loi, c'était pas condamnable. Donc on n'est pas en Hongrie ou en Turquie quand même. Et puis en plus, imagine que ça arrive, l'image que ça donne de la France, qu'un centre soit supprimé parce que le directeur a dit quelque chose qui ne plaisait pas au gouvernement. Et l'agir pour développer l'antisémitisme, là aussi, ça aurait été parfait. Et en plus, Frédéric Aziz était jusqu'à d'ailleurs déformer les propos du ministre, qui disait non, il faut séparer l'institut de son directeur. Et parce qu'il lui a fait dire l'inverse dans ses tweets. Bon, enfin bref. Et entre autres raisons, ce qui est plus gênant, c'est qu'on avait un festival de géopolitique à Nantes qui était un festival grand public. C'était le pari initial que j'avais monté au départ, de dire que la géopolitique, c'est du grand public. Et ça marchait très bien. Dernière édition, 6900 personnes. La librairie a vendu 480 bouquins, tu vois, de géopolitique sur vendredi après-midi, samedi matin. Mais en fait, à Nantes, déjà, la mairie de Nantes voulait reprendre la programmation, qu'on soit plus
ceux qui décident. Moi, scientifiquement, c'était pas possible. Et surtout, il y a le premier adjoint, Bassem Assé, qui est printemps républicain, qui est lié à quelqu'un, je l'ai appris par la suite d'ailleurs, qui sur Twitter s'exprimait de façon anonyme sous le titre de Gaston Crémieux et qui faisait une chasse vraiment vindicative, agressive et peu déontologique à tous ceux qui crient Israël. Donc, ils en ont profité pour qu'on soit plus associés. Et en fait, je crois que c'est le succès de ce festival qui gênait ce type. Et donc là, on voit qu'un élu a réglé ses comptes par rapport à la question palestinienne et qu'un événement qui plaisait au public a été éliminé sous ce prétexte-là, tout à fait fallacieux. Et ce que vous me dites dans votre livre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous, d'accord, qui vous soutiennent au PS et pourtant qui sont obligés de vous lâcher. Ah bah oui, non mais ça, enfin, je veux dire, on le voit tous les jours, c'est que la peur existe. La peur de s'exprimer. Parce qu'en fait, personne n'a envie de subir des shitstorms, personne n'a envie de perdre des positions, personne n'a envie d'être boycotté, personne n'a envie, ou pas grand monde en tous les cas. Tu sais que si tu utilises les propos que j'utilise, que si tu mets en cause Netanyahou, tu vas te subir une super campagne sur ton antisémitisme avec tout ce qui accompagne. Et beaucoup de gens veulent vivre tranquille. Les gens veulent vivre tranquille. Ils disent, bon, il y a d'autres problèmes, moi, ça me concerne pas. Je suis pas directement concerné par ça. Donc, je préfère parler d'autre chose, quoi. Donc, effectivement, et c'est le succès de la Hasbara, c'est le règne par la peur. C'est qu'on ne parle pas par la peur de ça. Parce que, bon, moi, j'ai toujours été un peu rebelle. J'ai toujours été un peu, enfin, avoir des principes. Et je réponds quand je suis attaqué, je sais bien que je ferais mieux d'arrêter, mais bon, c'est comme ça, mais je suis plutôt heureux d'être debout et de ne pas céder à ce type de pression. Et en fait, quand on voit ce qui se passe, et puis, je dis, à la fois, c'est pour les questions morales et les questions, je veux dire, au bout d'un moment, je dis, c'est une insulte à ton intelligence quand on voit tout ça, quoi. Tu peux pas accepter des arguments aussi honteux. Voilà, écoute, de toute façon, je veux dire, moi, je vais pas changer d'attitude maintenant. Ma carrière, elle est faite. J'ai 69 ans, ça fait 25 ans que je subis ça, que j'ai eu des chroniques annulées dans les journaux. J'avais des chroniques hebdomadaires à La Voix du Nord, Nandy ce matin annulées. J'ai plus accès, Radio France interdit, tout Radio France, Le Monde, etc. J'ai plein de trucs qui sont interdits. Mais heureusement, par les réseaux sociaux, on peut s'en sortir maintenant. La différence aussi, c'est que les réseaux sociaux ont pris une importance qu'ils n'avaient pas. En 2001, quand j'ai fait ma note déjà à l'époque, en 2001 au PS, en disant que l'attitude que le PS avait par rapport à ce conflit n'était pas digne des valeurs qu'il voulait incarner, et qu'on ne pouvait pas se dire que ce qui se passait au Kosovo était inacceptable, mais ce qui se passait en Palestine l'était tout à fait, j'ai subi déjà une première campagne de haine. Et à l'époque, dans l'Express, il y a un article contre moi qui était à peu près le même que dans Valeurs Actuelles, qui était en fait la reprise d'un dossier que le CRIF avait monté. Mais à l'époque, j'avais pas de quoi répondre à l'Express. Là, l'Express fait des articles contre moi, je peux répondre par les réseaux sociaux. D'ailleurs, à l'époque aussi, Alfred Grosser, juif qui avait fui l'Allemagne nazie, dont le rôle pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne est important, avait fait un compte-rendu élogieux de mon livre paru en 2003, Est-il malgré Israël ? Et la rédaction de l'Express avait engagné une campagne contre lui qui l'avait conduit à démissionner de la présidence du Conseil de théologie qu'il présidait à l'époque. Donc l'Express, c'est une longue histoire quand même. C'est loin de Jean-Jacques Savant-Schreiber, tout ça. Qui importe le conflit israélo-palestinien, à votre avis ? Alors, si tu écoutes Karim Guamran et d'autres, c'est LFI, c'est les Verts, c'est Médecins du Monde, Médecins sans frontières, c'est Amnesty International, c'est tous ceux qui parlent de ce qui se passe là-bas. Bon, on voit bien que cette argumentation de l'importation du conflit, elle est posée contre ceux qui parlent de ce qui se passe là-bas. Donc, il faudrait faire silence. Donc, pour eux, on apporte le conflit, du coup, on oppose juifs et musulmans. Alors, d'une part, il y a beaucoup de juifs qui protestent contre ce qui se passe. D'ailleurs, ceux-là sont pas tellement dans les médias. Ronnie Broman, Esther Benbassa, Dominique Vidal, Alain Grèche sont pas tellement dans les médias, alors que en tant que juifs, ils disent non, ce qui se passe là-bas, je trouve ça inacceptable comme humain, tout simplement. Ils le disent, d'ailleurs. Ils le disent, voilà, ils sont ghostés dans les médias. Bon, donc en fait, l'accusation de l'importation, elle est sur ceux qui protestent contre ce qui se passe là-bas. Il faudrait qu'il y ait le silence. D'ailleurs, Israël refuse les journalistes, en tue beaucoup,
et refusent que les parlementaires qui ne soient pas accompagnés par Elnet viennent sur leur territoire. Il n'y en a jamais eu autant depuis 1945, je crois. Non, C'est ça? oui, 200 journalistes. Alors tu as Jarline Vosner du Point qui dit qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens. Pour elle, c'est antinomique, très franchement. Mais bon, il y a quand même 200, toutes les organisations de journalistes disent qu'il y a 200 journalistes palestiniens. Et l'Israël dit non, c'était des membres du Hamas, c'était pas des journalistes. Donc c'est nié en plus 2 fois. On les tue, après on nie leur caractère professionnel. Et donc en fait, on peut dire aussi quand même que quand tu illumines la tour Eiffel aux couleurs d'Israël et que tu illumines pas pour les Palestiniens, quand tu illumines les colonnes de l'Assemblée nationale aux couleurs israéliennes mais jamais pour les Palestiniens, quand tu mets les drapeaux d'Israël sur les fenêtres de ta mairie, est-ce que c'est pas une façon d'importer le conflit? Quand tu viens pour dire que Israël est la pointe avancée de la démocratie, que c'est un pays ami qu'il faut soutenir et qu'il faut avoir un soutien inconditionnel à Israël, est-ce que c'est pas une façon d'importer le conflit? Et quand tu mets en accusation politique, professionnelle, voire juridique, ceux qui protestent contre cela, est-ce que c'est pas une façon d'importer le conflit? Donc en fait, ce critère, là aussi, d'importer le conflit, est à la fois moralement très condamnable et également, de nouveau, une insulte à l'intelligence. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est 2 poids 2 mesures? Ah bah complètement, complètement. Ma conviction très forte, c'est que bien sûr, il faut lutter contre l'antisémitisme, mais si on lutte que contre l'antisémitisme, on va pas réussir. D'ailleurs, Haïm Corsia, le grand rabbin de France, a dit on a perdu une génération. Mais si tu fais des débats sur l'antisémitisme avec Sophia Aram et Caroline Fourest et que tu luttes pas contre l'islamophobie, ça va pas marcher. Quelle est une des causes d'antisémitisme? C'est ce sentiment de 2 poids 2 mesures, justement. Si on veut éviter ce sentiment de 2 poids 2 mesures, il faut dire... Alors, le terme d'islamophobie, il est interdit parce qu'on dit c'est interdit le blasphème. Non. Et Caroline Fourest a inventé le mythe selon lequel ça a été inventé par les mollahs iraniens pour empêcher la critique de l'islam. Ça a été inventé par des sociologues français au début du XXe siècle. Donc, c'est un mensonge de dire ça. Quand tu attaques une femme dans la rue parce qu'elle a un voile, c'est bien que tu es hostile à l'islam en tant que tel, pas hostile au terrorisme. Donc, mais même parlons seulement du racisme anti-musulman, je pense qu'une grande erreur, c'est d'avoir fait une manifestation. Je m'y suis rendu après avoir beaucoup hésité, en étant uniquement contre l'antisémitisme et pas aussi contre le racisme anti-musulman ou l'islamophobie. Et le nombre d'actes de discrimination, le nombre d'actes islamophobes, le nombre de jeunes qui n'osent pas porter le voile sur leur CV de peur de ne pas être pris, la discrimination à l'embauche, la discrimination à l'emploi, les attaques dans la rue, les insultes sur les Noirs et les Arabes en permanence dans les rues qui ne sont pas comptabilisés. Bon, en fait, si on veut réussir la lutte contre l'antisémitisme, il faut mettre tous les racismes sur le même plan et lutter contre les deux. Si tu privilégies l'une forme de racisme, tu vas enraciner l'idée que les Juifs sont plus importants que les autres et que ça développe l'antisémitisme et il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre l'antisémitisme et lutter contre toutes les formes de racisme en mettant toutes les formes de racisme sur le même plan, en engageant le combat du même côté. Alors bien sûr, c'est sûr qu'il y a un développement de l'antisémitisme, c'est sûr que tu peux être tué en France parce que tu es juif. C'est vrai. Et moi j'ai plein d'amis juifs qui par ailleurs sont très pour le camp de la paix, sinon ça ne serait pas mes amis, et qui ont peur pour leur sécurité. Ils me le disent. J'ai quelques exemples là-dessus, des gens qui vont acheter des produits cachers et qui le cachent pour pas faire apparaître, ou qui évitent, alors qu'ils ont des liens très forts avec l'Afrique du Nord, d'aller en Afrique du Nord, parce qu'ils ont peur. Voilà. Je sais très bien tout ça. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est des gens... Bon, donc oui, il est indéniable qu'il y a un développement d'antisémitisme, mais il faut lutter contre toutes les formes de racisme avec la même énergie. Ouais, on a l'impression qu'on crée une communauté des peurs, où effectivement les juifs ont peur parce que, avec la montée de l'antisémitisme, que les musulmans ont peur à cause de ce qui se passe en France. Donc en fait, on crée une société de peur. Et de plus en plus clivé, effectivement, parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup d'articles sur le racisme, l'antisémitisme des musulmans, mais il y a aussi, et il faut le reconnaître, un développement du racisme anti-musulman chez les juifs. Zemmour a quand même obtenu 50% des voix en Israël aux élections présidentielles. Bon, donc ça, on n'en parle pas, et ça existe quand même très fortement, et effectivement, il y a un développement, un double développement, on parle plus de l'un que de l'autre, mais un double développement de la colère ou la haine de l'autre. Je vous remercie, Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Permis de tuer aux éditions Max Milo. Merci.